Radio France Internationale, bonjour à toutes et à tous, il est 16h temps universel, 17h à Paris, 18h à Gaza. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le vendredi 17 novembre et au sommaire de cette édition, les habitants de Gaza n'auront bientôt plus de quoi manger ni boire. L'ONU parle d'un risque immédiat de famine à Gaza car nourriture et eau manquent cruellement. À la une également, de violents combats opposent l'armée russe à l'armée ukrainienne dans la région de Kherson. En France, lutter contre les violences sexuelles sur les enfants. Une commission indépendante fait des propositions au gouvernement. Et puis enfin, c'est le festival en France qui met à l'honneur les musiques africaines. Africolor débute ce soir. Avant-goût de ce festival avec Olivier Roger à la fin du journal. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Se nourrir, boire et manger, préoccupation première et vitale de tout être humain. À Gaza, la situation devient de plus en plus compliquée depuis qu'Israël bloque l'entrée des denrées alimentaires. L'aide humanitaire peine toujours à entrer en quantité suffisante. Plus de 2 millions de personnes, soit la population entière de Gaza, courent le risque de mourir de faim. C'est ce qu'indique le PAM, le Programme alimentaire mondial. Amélie Beaucourt, bonjour. Bonjour Adrien. Alors que sait-on des quantités de nourriture qui restent à l'heure actuelle à Gaza ? Eh bien, la grande majorité des épiceries sont vides puisque depuis le début de la guerre, il y a un mois, ils ne sont plus réapprovisionnés. Les camions qui apportaient les marchandises ne peuvent plus passer la frontière. Et sur place, les commerces qui fabriquaient la nourriture n'ont plus d'électricité pour fonctionner. C'est ce que me racontait au téléphone Alia Zaki. Elle est la porte-parole du Programme alimentaire mondial à Jérusalem. Voici ce qu'elle décrit de la situation sur place. And even, bread, which is something that is considered very important in our Palestinian diet. Même le pain, qui est considéré comme la base du régime alimentaire palestinien, est devenu inaccessible. Parce que les boulangeries à Gaza ont besoin de carburant ou de gaz pour faire tourner leur four. Mais du carburant, il n'y en a plus. Et du gaz non plus. On voit des gens qui doivent maintenant se résoudre à manger cru tout ce sur quoi ils arrivent à mettre la main. Ils utilisent des morceaux de carton et parfois même des sachets plastiques pour essayer de faire du feu et nourrir leur famille. To try and get a fire going so that they can feed themselves and their families. Et pour le moment, Adrien, le carburant n'est toujours pas distribué en proportion suffisante sur le territoire de Gaza. Amélie Beaucourt, et nous apprenons à l'instant qu'Israël autorise l'entrée quotidienne, autrement dit tous les jours, de 2 camions-citernes contenant du carburant dans la bande de Gaza. Et ce, afin, nous dit-on, de se conformer à la demande des États-Unis. Des violences également non loin de Gaza, en Cisjordanie occupée. La nuit dernière, des véhicules militaires israéliens se sont enfoncés dans les rues d'un camp de réfugiés de Jenin. L'armée israélienne annonce y avoir tué 5 terroristes. Le Hamas avait revendiqué hier une attaque contre un barrage de sécurité près de Jérusalem, attaque dans laquelle un soldat israélien avait été tué. La guerre en Ukraine, ces derniers jours, les combats se concentrent sur les rives du Dniepr. Le Dniepr, c'est le principal fleuve qui traverse l'Ukraine. Des combats entre Russes et Ukrainiens dans la région de Kherson, précisément. L'armée russe dit infliger de lourdes pertes aux Ukrainiens. En une semaine, les soldats russes auraient tué ou blessé 460 soldats ukrainiens. Et puis cette promesse du président russe à plusieurs pays africains. La Russie aurait débuté ce matin des livraisons gratuites de céréales, des bateaux remplis de blé. Moscou indique que les 2 premiers navires, 25 000 tonnes chacun à destination de la Somalie et du Burkina Faso, sont partis de ports russes. Leur arrivée est prévue fin novembre, début décembre. 17h05 à Paris. Protéger les enfants des agressions sexuelles en France après 3 années de travail. La Civise
comprenez la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, va rendre public son rapport et ses préconisations. Pierre-Olivier, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Alors juste avant, avec vous Pierre, de nous donner les grands axes de ces préconisations pour lutter contre ce fléau, écoutez ce témoignage. Sur 30 000 témoignages de victimes recueillis, Stéphane a été violé à l'âge de 13 ans par un prêtre. Il raconte au micro de Lucie Bouteloup le soulagement qu'il a eu après avoir enfin été entendu. Quand j'ai été abusé et violé par le prêtre, il m'a dit que j'étais un déchet humain. Et ça, le déchet humain, c'est quelque chose qui est traumatisant. Vous voyez, plus rien pouvait m'atteindre. J'ai toujours dit je suis mort. De 1983 jusqu'en 2019, j'avais rien. Il n'y avait rien pour nous. Et donc, on était avec nos souffrances, nos traumatismes. Et là, ça a été une libération. Je me suis senti accueilli, écouté et reconnu. Alors pour tenter de lutter contre ces violences, ces agressions sexuelles faites aux enfants, plusieurs propositions sont faites au gouvernement, Pierre-Olivier, avec 3 principaux axes de réflexion. Oui, et le premier volet de ces recommandations, c'est mieux repérer les enfants victimes. Car actuellement, seul 1 sur 10 ose se confier au moment des faits. Alors pour y remédier, la commission propose d'instituer pour chaque enfant un rendez-vous annuel d'évaluation du bien-être et de dépistage des violences sexuelles, y compris pour les mineurs délinquants. Une séance qui pourra avoir lieu à l'école, chez le médecin ou avec les services de l'aide à l'enfance. Autre volet, la mise en sécurité immédiate de l'enfant sur le modèle de ce qui se fait déjà pour les violences conjugales. La Civise recommande que le juge puisse garantir la sécurité d'un enfant dans les cas d'inceste vraisemblable. L'inceste, je vous le rappelle, c'est des relations sexuelles entre 2 personnes de la même famille. Avant même le jugement, l'autorité du parent mise en cause devrait être suspendue et l'enfant ne devrait plus pouvoir être envoyé en vacances chez lui, par exemple. Enfin, le rapport recommande de créer un parcours de soins adapté pour éviter au maximum les troubles post-traumatiques qui sont très nombreux, on l'a entendu. Enfin, sachez qu'en France, chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, c'est-à-dire 1 toutes les 3 minutes, Adrien. Merci Pierre. Pierre-Olivier, dans votre journal En français facile. L'actualité en France, c'est aussi la flèche de Notre-Dame de Paris, bientôt visible. La flèche, la partie la plus haute de Notre-Dame, s'était effondrée lors d'un incendie le 15 avril 2019. Nous apprenons ce soir qu'elle sera de nouveau visible dans le ciel de Paris avant Noël, indiquent les responsables du chantier de reconstruction. Et l'on termine ce journal par un festival de musique, un festival qui propose une sélection des meilleurs artistes venus d'Afrique et des Caraïbes. Le festival Africolor, chaque hiver en région parisienne. Pendant plus d'1 mois, près de 40 concerts, spectacles, rencontres dans une dizaine de communes du département de Seine-Saint-Denis. C'est au nord de Paris. Olivier Roger, depuis 1989, Africolor se veut un festival à la fois vitrine et défricheur des nouvelles tendances. Jusqu'au 24 décembre prochain et le Grand Noël mandingue de clôture à Bobigny, la Seine-Saint-Denis va vibrer presque chaque soir au rythme de l'Afrique et de ses musiques. Des percussions zimbabwéennes de Blessing Chimanga au lamento déchirant de l'angolais Bonga, en passant par le balafon d'Abdoulaye Dembélé, toute la palette du continent le plus musical de la planète s'y retrouve. Cette année, Africolor ouvre ses portes au rythme Zingeli venu de Tanzanie. Le Zingeli, véritable phénomène, sera représenté par le trio féminin, le Wamoto Music Band. Ils font partie de cette nouvelle vague avec des nouvelles approches incroyablement rapides du Zingeli et de ces spoken words de quartier. Sébastien Lagrave est le directeur d'Africolor. Depuis 35 ans, son festival s'installe aussi dans les écoles de Seine-Saint-Denis. La musique est un art de transmission. Là, on a commencé une action avec l'école de musique du Pré-Saint-Gervais, des ateliers avec le guitariste Pierre Durand, avec une classe de guitare. Le carnaval est ouvert, dansons mes amis.
Pour les plus jeunes, Florent Briquet et Blick Bassi revisitent Camille Saint-Saëns avec un afro-carnaval des animaux. Sekouba Bambino et Solo Soro, quant à eux, raconteront en musique l'épopée du fondateur de l'Empire du Mali, Soundiata Keïta. RFI à Paris et Saint-Denis, 17h10.